T'enregistres là? Ah oui, il faut que j'enregistre pour Camilla, au fait. Ça tourne là? Ça tourne. Donc je vais vous parler des 7 lois spirituelles du succès proposées par Deepak Chopra. Vous connaissez Deepak Chopra? Non, mais tu peux l'écrire parce qu'en fait je. Et 2 E, Deepak. D-2-E-P-A. C'est un chopé. C-H-O-P-R-A. Donc Deepak Chopra, c'est un homme qui est assez connu pour, d'abord comme médecin, c'est un Indien qui vit aux États-Unis, d'origine indienne, et qui est un grand médecin ayurvédique. Il a été, il est connu, hein, parce qu'il est encore vivant bien sûr. En ce moment, il diffuse beaucoup de choses autour de la méditation et puis aussi de la relation humaine guérissante, enfin tout ça. En fait, il a beaucoup écrit aussi sur tout ce qui est quantique. Donc à la fois un chercheur, un médecin. Il a un centre hospitalier en fait qu'il dirige, médecine. Il a beaucoup fait de choses sur le cerveau, sur la physique quantique. Enfin bref, c'est un homme très riche. Vous verrez beaucoup de choses sur Internet, sur Deepak Chopra. Et notamment, il a été connu dans le monde pour un de ses livres, qui a été probablement un des plus diffusés dans le monde, qui reprend les 7 lois spirituelles du succès. Alors quand on lit ce livre, c'est intéressant bien sûr, et parfois on se perd un peu entre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. On a un peu des moments où on se répète, on a l'impression qu'on est un peu sur les mêmes choses. Bon. Du coup, fort de cette lecture qui m'a passionné, j'ai proposé de reclarifier en fait chacune des lois en vous donnant les points clés. Et vous allez voir en fait que c'est vraiment des lois qui sont différentes et complémentaires. Alors déjà, commençons par ce qui définit comme étant le succès. Alors vous allez voir, c'est assez proche de ce qu'on voit nous ici en PNL. Il définit le succès comme un sentiment de source de satisfaction qui est généré par soit un environnement qui répond à ce à quoi j'aspire, peut-être une relation, un environnement, etc., soit le fait d'obtenir dans sa vie des choses auxquelles j'aspire, soit de faire des choses auxquelles j'aspire, soit d'être, soit de partager. Enfin, oui, en fait, il y a les 2 axes que vous connaissez bien, c'est être donné. Être, c'est par exemple, je me sens heureux, nourri, etc. Et pourquoi je vais me sentir nourri? Parce que le monde environnant nourrit mes valeurs, et donc du coup, par conséquent, je me sens bien. Et quand je me sens bien, et en tout cas nourri par une relation, un projet, quoi que ce soit, eh bien, il y a un deuxième phénomène qui va s'ouvrir, c'est que je vais rentrer dans une dimension de don. C'est-à-dire envie de donner, envie de partager, envie de me sentir utile, envie de servir, envie de contribuer. Et donc c'est ces 2 dimensions en fait qui touchent essentiellement notre identité, c'est-à-dire qui est forgée par à la fois des valeurs et une identité, c'est-à-dire je sais qui je suis. Par exemple, je suis médecin, ça veut dire que j'ai une identité sur un plan social. Je suis parent, je suis quelqu'un, par exemple, d'aimé, je suis quelqu'un de riche, je suis quelqu'un de créatif, je suis artiste, je suis musicien. Et tout ça sont des formes d'identité. Ce qui veut dire que plus vous rentrez dans la conscience de qui vous êtes, au fond à travers les valeurs que vous avez envie de satisfaire, plus vous allez pouvoir découvrir aussi à travers quoi vous avez envie de vous réaliser, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de donner, d'apporter, en quoi vous allez vous sentir utile au monde. Donc ça c'est l'axe un peu vertical, et on va y revenir d'ailleurs, notamment autour de la première loi. Et puis le deuxième, donc la réussite, c'est vivre selon ses aspirations, vivre, se nourrir et grandir autour de cet axe de bien-être. Et puis on a l'axe aussi du faire et de l'avoir, c'est-à-dire un axe dans lequel je me sens porté par l'activité que j'ai, que ce soit la lecture, le jardinage, le soin, le fait de bâtir des entreprises, d'éduquer des enfants, de transmettre, enfin, etc. Donc il y a une action là, qui va me nourrir, de faire du sport, de jardiner, etc. Et aussi par des avoirs, par exemple, je me sens nourri par le fait d'avoir de beaux meubles, d'avoir de l'argent, d'avoir des connaissances, d'avoir des livres, d'avoir des amis, d'avoir une belle maison, d'avoir la possibilité de voyager, etc. Donc on va voir que l'axe horizontal, faire avoir, ouvre le champ, on va dire, des possibles en termes de confort. Si vous avez plus d'argent, si vous avez plus de technologie, si vous avez plus de connaissances, par exemple le fait d'avoir un permis de conduire, c'est un avoir qui vous offre de la liberté. Si vous avez la possibilité de parler plusieurs langues, c'est un avoir.
C'est une connaissance que vous avez. Ça vous offre de la liberté. Si vous avez de l'argent, par exemple, vous avez aussi la liberté. Par exemple, je ne sais pas, si vous déménagez, de faire travailler des gens plutôt que de le faire vous-même, etc., etc. D'accord? Donc on va voir que le confort matériel découle, enfin c'est du confort. Hein. Et après, votre qualité de vie, elle est surtout liée à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. C'est plus émotionnel. D'accord? Alors, pour lui, la réussite, c'est un processus permanent, et on va retrouver ça aussi en PNL, de satisfaction de plus en plus grande, c'est-à-dire que ma vie répond à ce à quoi j'aspire, que ce soit en termes d'être, en termes de faire, en termes de don, en termes d'avoir. D'accord? Alors, quand il parle des lois spirituelles de succès, en fait, on va voir qu'il fait référence à des grands principes de vie qu'on va retrouver dans toute la nature. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Donc, on va parler de 7 lois. La première, ça va être ce qu'on va appeler... enfin, je vous les donner. Alors, il y a 7 lois et qui se complètent en fait. L'une va conduire l'autre, l'autre va conduire la troisième la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à la 7e. Alors, on va commencer par la première loi. Il appelle ça la loi de la pure potentialité. Pure potentialité. Alors, ça revient à cette dynamique d'être en fait. Cette pure potentialité, c'est quoi ? C'est au fond cette connexion à vous-même, à ce que vous êtes au plus profond de vous-même, dans votre sensibilité. On va dire que si vous êtes, par exemple, passionné par le dessin, eh bien, c'est qu'il y a, par la stimulation que vous trouvez, eh bien, une possibilité d'accès à un potentiel incroyable de création. Si vous êtes artiste, par exemple, ou si vous êtes musicien, ou si vous êtes professeur, ou si vous êtes gymnaste, ou si vous êtes quoi que ce soit, il y a en vous un potentiel infini. D'accord ? Et ce qui met dans la pure potentialité, c'est le fait d'être connecté à ce qui est là, maintenant, et qui est absolument infini. Le problème de cette potentialité, c'est qu'elle est parfois réduite. Alors, qu'est-ce qui va la réduire ? Eh bien, c'est un peu notre ego. Alors, l'ego, il y a une dimension positive là-dedans. Par exemple, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de gagner, j'ai besoin d'avancer. Donc, j'ai une référence en termes de faire et d'avoir qui va m'aider à grandir. Et puis, le reste, c'est l'être. C'est le pur être. Alors, évidemment que vous pouvez être comblé en termes d'être et finir dans une grotte en train de méditer, en connexion et en reliance avec le monde, vous n'avez plus rien. Mais vous êtes heureux, d'accord ? Donc ça, c'est une dimension possible. Et puis, il y a l'autre dimension, qui est la dimension du faire et de l'avoir, qui elle aussi est importante. Dans la dimension de la pure potentialité, on est vraiment au niveau de l'être. C'est-à-dire qu'il y a en vous un potentiel absolument infini, qui n'aura de cesse de se développer parce que vous le sollicitez. Et pour entrer en contact avec cette dimension, ou pour éviter de réduire cette dimension, eh bien, il va falloir sortir d'évaluations de type c'est bien, c'est mal, par exemple. Ou alors de s'évaluer à travers, par exemple, son titre, par exemple, parce que je suis, je sais pas moi, président de la République, voilà, ou je suis patron d'une entreprise, ou je suis cadre chez Merlin Gerin, ou je sais pas où. Donc là, j'ai une identité qui est liée à ce que je fais. Vous voyez ? Je suis médecin. Et donc, eh ben, ce statut social va autant se développer qu'il a été valorisé. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de bien parce que je suis médecin, parce que je suis architecte. Et auquel cas, je vais commencer à m'analyser, non pas en tant qu'individu, être potentiel, pure potentialité, mais en tant que capacité, faire ou avoir. Vous comprenez ? Et là, je m'éloigne de cette pure potentialité. Et en fait, cette pure potentialité est infinie. Qu'est-ce qui l'a réduit aussi ? C'est le fait que j'ai été, on le voit bien en PNL, un peu programmé. J'ai des fichiers. Donc par exemple, face à une situation donnée, j'ai une situation qui se présente, et je vais avoir une réaction qui est en fait en lien avec l'histoire qui est la mienne. Soit parce qu'émotionnellement, par exemple, si... imaginez par exemple que vous vous promenez dans un jardin, et puis tout d'un coup vous voyez un serpent. Vous avez peur. Et puis le lendemain après-midi, vous vous retrouvez dans le même jardin, et là il y a des enfants qui s'amusent. Surtout si c'est les vôtres, c'est-à-dire... La référence d'hier va peut-être vous faire dire attention, faites attention, il y a des serpents, c'est dangereux, etc. Donc vous allez voir que la situation présente, en fait, est gérée en fonction de vos fichiers émotionnels, ce que vous avez déjà vécu. Alors si vous avez des fichiers gagnants, c'est-à-dire des fichiers positifs, ouverts, confortables, plein de joie, plein d'amour, plein de sécurité, plein de etc. Et bien du coup, ça va ouvrir le champ des possibles. Mais si vous avez des fichiers qui sont un peu négatifs, ça va réduire le champ des possibles. Vous comprenez ? Si vous avez eu des mauvaises expériences des mathématiques, vous gardez des fichiers un peu négatifs. Vous me suivez ? Si vous avez eu une bonne expérience des mathématiques, vous gardez donc des fichiers, dit autrement, des émotions. Ce qui veut dire qu'au niveau de la pure potentialité, quand vous allez vous retrouver face à un bouquin de maths,
vous n'allez pas avoir la même réaction si vous avez des antécédents positifs ou négatifs. Et cette réaction, elle montre bien qu'entre la situation et la réaction, il y a un champ qui va se réduire. Pourquoi ? Parce qu'à situation, on va avoir une réaction. Quand vous faites de la méditation, pour avoir fait par exemple Vipassana, qui est une des techniques de méditation qui consiste notamment à rester 10 jours sans parler, 16 heures par jour de méditation. En fait, on travaille énormément sur cette relation cause-effet. C'est-à-dire que, évidemment, on va avoir des souffrances, enfin, on va s'ouvrir un peu dans les jambes, parce qu'on est immobile toute la journée. On va avoir évidemment des réactions d'ordre physiologique, des tensions, des peurs. On va avoir des réactions d'ordre émotionnel, par exemple de l'agacement, de la peur, de la colère, voilà, des choses qui vont se manifester. On va avoir des pensées, etc. Et en fait, ce qu'on apprend à faire, c'est à accueillir inconditionnellement tout ce qui se présente et être ce qu'on appelle en équanimité. C'est-à-dire ne sortir de tout jugement et simplement accueillir. Et quand on va rentrer dans la conscience fine des choses, par exemple j'ai mal aux jambes, eh bien, je vais accueillir cette sensation et je vais apprendre à descendre le plus précisément dans l'infinie précision des choses et je vais m'apercevoir en fait que tout peut se transformer. Pourquoi ? Parce que j'ouvre un champ de possibilités. Et en fait, dans l'infini présent, il y a un champ infini de possibilités. Sauf que si j'ai été programmé pour fonctionner d'une certaine manière, eh bien, face à une situation, ma programmation va déterminer à la fois ma pensée, mon émotion, ma réaction, et donc le résultat que je vais avoir. Et je dirais, à chaque fois que la personne me parle mal, ça m'énerve. À chaque fois que je rentre à la maison et que le tapis n'est pas tout à fait propre, eh bien ça m'agace. Ou que la vaisselle n'est pas rangée, ou que la salière n'est pas... Vous voyez ? Et donc dans ma vie, je vais avoir des réactions qui sont complètement conditionnées par mes fichiers. Dit autrement, je réduis le champ des potentiels. Quand je rentre dans ma pure potentialité, je rentre dans l'infini présent. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je suis complètement en contact avec ce que je vis, et tout s'ouvre. Vous savez, dans les cercles de considération que nous faisons en PNL, quand les gens font ça pour la première fois, il est fréquent que les gens se disent « Oulala, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à cette personne que je ne connais pas ?» Quand on le fait plusieurs fois, et notamment dans les niveaux avancés, dans les premiers groupes, ce qu'on fait, c'est que A va dire une chose chouette à B, puis B va dire B va dire une chose chouette à A, puis C va dire une chose chouette à A, et puis D va dire une chose chouette. Au fond, vous dites une chose, puis les autres complètent. À un niveau plus avancé, ça se passe différemment. A va dire une chose à B, qui est chouette, puis il va dire une autre chose à C, qui est chouette, puis il va dire une autre chose à D, qui est chouette, puis ensuite. Donc là, ça vous oblige, en fait, à être complètement en contact. Par exemple, je te regarde, et alors que je suis en contact avec toi, je vais laisser émerger cette sensation que j'ai, cette belle présence que tu es capable de dégager, cette curiosité que tu peux avoir, que je peux apprécier à l'égard, je ne sais pas moi, de ta manière d'être au monde, la sensibilité que tu peux parfois dégager, même parfois dans cette insécurité que je sens, mais que je trouve extraordinaire, etc. Tu vois ? Et donc, je vais sentir, en te regardant, en fait, des choses qui vont apparaître et qui sont liées au fait que je sois pleinement aligné dans l'instant présent. Et c'est ça l'ouverture du champ. Et si je commence à me dire, tiens, qu'est-ce que je vais lui dire, et ben, du coup, ça réduit le champ. Et donc ce champ, cette pure potentialité, vous l'observez se manifester quand vous êtes justement sorti complètement de ces modes d'évaluation. Notamment, et c'est une des voies, parce qu'il y en aura plusieurs, notamment c'est ce que propose Deepak Chopra, en sortant de toutes les formes d'évaluation de type c'est bien, c'est mal. Les choses sont, et je les accueille pleinement. Et vous vous rendez compte que si vous êtes en train d'évaluer une situation, en termes de c'est bien, c'est mal, ah oui, c'est bien, parce que... Vous connaissez l'histoire du paysan qui a deux fils ? Vous connaissez l'histoire, non ? Il y en a un qui se casse la jambe, alors tout le monde se dit, ah, le pauvre, etc. Lui qui avait déjà pas beaucoup de famille, le pauvre fils, alors les gens évaluent ça comme une catastrophe. Puis après, la guerre est déclarée, donc l'armée arrive, on prend tous les fils valides, et puis alors, là on lui dit, ah ben qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir un fils qui s'est cassé la jambe, parce que du coup il restera avec toi, etc. Donc on voit comment d'une situation à l'autre, en fait on va évaluer d'une chose en bien ou en mal. Et en fait c'est simplement parce qu'on est dans un mode de réduction du champ des possibles. Plus vous êtes embarqué émotionnellement, on connaît très bien le phénomène en PNL, plus vous êtes embarqué, c'est-à-dire dans une situation émotionnelle forte, ou moins forte, positive ou négative, et bien plus vous avez des phénomènes de sélection, de distorsion et de généralisation. Vous vous souvenez de ça ? Par exemple, si j'ai un coup de foudre pour une personne, eh bien tout ce que je vois est extrêmement positif. Même les défauts deviennent des... Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle distorsion. Voilà. Après quelques mois, les choses se rééquilibrent un petit peu.
Mais si je sors de toute évaluation, je me dis, bah, à la fois il y a des choses chouettes, puis à la fois il y a des choses moins chouettes. Quelqu'un vient de me quitter, c'est sûr que sur le coup c'est dur. Parce que je vois surtout des pertes. Mais je ne suis pas encore conscient des bénéfices. Pourquoi? Plus je suis émotionnellement embarqué, plus je vais vivre les choses comme de la perte ou du bénéfice. Mais en fait, la réalité, c'est que les deux s'équilibrent en permanence. Et donc, quand on est dans cette pure potentialité, on est connecté à cet instant présent qui, pour un de ses premiers axes, nous sort de ces formes d'évaluation. Et donc, ce que propose Deepak Chopra, c'est justement, pour travailler cette pure potentialité, première chose déjà, de sortir, de passer comme ça quelques minutes, quelques heures, peut-être même une journée, en tentant de sortir complètement de ces modes d'évaluation, d'être simplement dans l'accueil. Et c'est un des axes dans la méditation qui est important. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté, notamment Vipassana, dans ce sens. C'est d'accepter que tout ce qui arrive est. Et que du coup, je peux tout faire de ce qui arrive. Donc là, je suis bien en train d'ouvrir le champ des possibles. Deuxième voie qui permettra d'accéder à ces pures potentialités, c'est le silence. Le silence, c'est l'absence, là encore un peu d'évaluation, mais c'est surtout la reconnexion à ce qui se passe ici et maintenant. Donc, ce que propose Deepak, lui, c'est plutôt pour vous conseiller de faire 2 heures de méditation le matin, 2 heures le soir. Bon, après, chacun peut pas. Mais le fait de rester quelques minutes dans le silence, ouais, commençons déjà par une demi-heure, c'est déjà pas mal. Et d'apprendre à être dans le silence, c'est-à-dire d'être juste là, présent. En stoppant en quelque sorte nos pensées, nos évaluations, des choses comme ça. Mais juste faire l'expérience du silence. C'est une voie qui va permettre aussi d'ouvrir le champ des pures potentialités. Une troisième, c'est d'être connecté à la nature. C'est-à-dire que ce soit aux arbres, à la terre, aux plantes, mais vous ferez tous, si vous avez déjà, j'en suis sûr, fait l'expérience, que quand vous êtes pleinement en contact seul dans la nature, il y a une forme d'expression pure de vous-même qui se manifeste, non seulement à travers la relation que vous avez aux événements, mais au fait que personne n'est là pour vous juger, et donc vous êtes dans ce qu'on va appeler une expression pure et simple de vous-même. Et elle va se révéler à travers la relation que vous avez aussi avec cet environnement. Voilà, ça c'est la première chose, c'est la pure potentialité, c'est l'accueil infini de ces ressources qui sont en nous, et qui sont infinies, non pas qu'elles sont présentes, et qu'on peut, quand on parle de potentiel infini, ou de ressources infinies, ou de puissance infinie, la réalité c'est que c'est pas infini dans l'instant, c'est infini parce que plus vous allez travailler la sollicitation de cette ressource, plus celle-ci va se développer. Plus vous apprenez à marcher sur un fil, plus vous pourrez le faire de manière incroyable, etc. Plus vous allez travailler un instrument de musique, plus vous allez développer des potentiels. Enfin, ça. Plus vous allez travailler une nouvelle langue, plus vous allez évidemment l'intégrer, etc. Donc cette pure potentialité, c'est cet infini qui se trouve dans l'instant présent. Ça va ? Ensuite, il y a une... Donc voilà, première loi, déjà tout commence dans l'accueil, la considération, la reconnaissance de cette infinie possibilité. La deuxième chose, la deuxième loi, c'est la loi du don. La loi du don. Alors là, il montre une chose, c'est que dans la nature, tout est circulation. On l'a vu ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance sans échange. Si je veux évoluer avec mon environnement, il n'y a pas d'autre moyen, il faut que je me mette en relation avec. Que ce soit mon voisin, parce qu'il y a un problème de poubelle, mon fils, parce que je ne sais pas quoi, ou mes parents. Si je veux améliorer la relation, il n'y a pas d'autre solution, il va falloir que je sois en relation avec. D'accord ? Donc on dirait qu'il n'y a pas d'évolution sans communication. D'ailleurs, dans un système, que ce soit à l'intérieur de soi-même, ou dans une équipe, ou dans une famille, ou dans une société, plus vous réduisez les phénomènes de communication, plus vous risquez d'amplifier les problèmes. Dans le corps, quand les cellules n'arrivent plus à communiquer, on appelle ça un cancer. Il y a une déstructuration, en quelque sorte, des choses. Eh bien, un conflit, c'est pareil dans la famille, tout ça. Donc, si on veut améliorer un système et développer l'intelligence du système, il faut développer l'interaction de ce système. Et on dira que plus on est dans l'intimité, d'accord, cet échange intime des choses, plus le facteur de développement est important. C'est pour ça qu'on voit du coup de plus en plus apparaître ce qu'on appelle des masterminds, des groupes comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que 2 personnes qui discutent ensemble, alors peut-être avec une bande de copains à table, ça peut être très sympa, mais si vous êtes plus en tête-à-tête, en train d'échanger sur des choses profondes, vous aurez un facteur de développement plus élevé. D'accord ? Et pour moi, l'intimité, c'est
qu'on peut vivre dans un couple, qu'on peut vivre entre associés, qu'on peut vivre dans une famille, qu'on peut vivre entre potes, etc. C'est des moments magiques parce que c'est grâce à cette interaction qu'on va amplifier. Parce que je vais t'écouter sur ce que tu vis, ce que tu ressens, tu vas m'écouter. Et ensuite, on va se rencontrer. Mais on n'est pas dans un mode de type il est nul, machin, va être dévalorisation, victimisation, culpabilisation de soi ou de l'autre. On est vraiment dans un rapport d'intimité. C'est-à-dire, on parle en termes de jeu, on est dans la profondeur, on échange ce que l'on vit. Et c'est grâce à ces interactions que du coup, il y a une ouverture et une richesse incroyable. Hein, pour moi, c'est les niveaux de relations qui sont les plus riches, qui vont générer le plus de développement. Donc, à travers cette dimension, il y a la notion de don. C'est-à-dire que ce que je reçois est en grande partie lié à ce que je donne. D'accord ? Et vous verrez, on l'a vu d'ailleurs dans la communication. Vous vous souvenez, dans la jeune femme et la vieille femme, ces deux images qui sont opposées, pour que je puisse entrer dans le monde de l'autre, en fait, il faut que je commence par valoriser l'autre. Si je cherche à faire passer le mien avant l'autre, on voit que ça coince. Et donc le don, c'est l'ouverture que je vais donner à l'autre. Si vous commencez à sourire aux gens autour de vous, vous allez de nouveau, au bout d'un moment, avoir des sourires. Si vous commencez à valoriser votre environnement va vous le valoriser. Mais si vous attendez que votre environnement vous valorise pour être valorisé, bah, parfois ça marche, mais pas tout le temps. Donc, il montre une chose, c'est que tout commence par le don. Si vous voulez un jour être apprécié comme chanteur, il va falloir commencer à chanter. Si vous voulez être apprécié un jour comme conférencier, il va falloir commencer à faire des conférences. Mais c'est parce que vous donnez qu'à un moment donné, le retour revient. C'est ça le truc. Commencez par donner avant de recevoir. Et c'est ça la loi du don. C'est-à-dire tout commence par le don. Les Indiens, ils disent que ce qui n'a pas été donné est perdu. En fait, est partagé parce que c'est dans ce partage que la richesse se révèle en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus grande vie que de vivre une vie où on a le sentiment qu'on apporte quelque chose aux autres. Et puis que, enfin, je sais pas le mot curieusement, mais c'est vrai que le don, c'est une énergie en fait. C'est une énergie. Ça circule. Voilà. Et c'est comme l'argent, hein. Il y a l'amour et l'argent, qui sont les deux grandes énergies de ce monde. Voilà. L'amour est émotionnel, l'argent est dans la matière. Et c'est clair, là aussi, il va falloir que je donne de mon temps pour en avoir, il va falloir que je donne de l'énergie pour en avoir. Hein, tous les gens qui réussissent ne réussissent pas simplement parce que ça leur tombe sur le dos, c'est parce qu'ils se bougent pour ça. D'accord ? Si on voit souvent quand on voit des gens réussir, je pense à des gens, par exemple, on parlait de David Laroche, on me dit, ah là là, qu'est-ce qu'il a réussi ce garçon, ça a l'air facile pour lui. Mais la réalité, c'est qu'il a énormément donné pour ça. Il n'a que le retour de ce qu'il a mis en place. Voilà. N'importe quel chanteur, il y a des gens qui vont réussir facilement parce qu'ils sont vraiment dans leur talent et leur plaisir. Mais en fait, on va voir que le plaisir, on le verra ça un peu plus loin, le plaisir est une source de dons extrêmement puissante. Si vous aimez jouer au tennis, vous donnerez beaucoup plus. Si vous aimez enseigner, vous donnerez de manière différente. Si vous aimez soigner, vous soignerez de manière différente. Okay ? Pourquoi ? Parce que vous êtes porté par quelque chose qui est plus grand que la circonstance. Donc le don devient facile, et c'est là que vous réussissez beaucoup. Et la nature, d'ailleurs, on le verra plus loin, adore justement l'économie d'effort. Et on va voir que quand vous êtes vraiment dans votre talent, vous êtes dans une économie d'effort qui va du coup générer un succès beaucoup plus grand. Et ce qui est très important, c'est de retenir que le don, hein, c'est la clé, c'est la deuxième clé du succès. La première, c'est aller chercher cette pure potentialité, s'ouvrir à cette sensibilité, et ensuite donner. Donner par le sourire, le donner par... Voilà, donc apprendre à être attentif, apprendre à que ce soit un sourire, une pensée positive, etc. Alors, vous pouvez donner des choses négatives aussi. Quand vous êtes dans la plainte, vous êtes dans le don. Mais vous n'êtes pas dans le même don. Je suis en train de me plaindre de mon patron, je suis en train de me plaindre de mes enfants, je suis en train de me plaindre des impôts, je suis en train de donner. Dit autrement, je donne une énergie qui est, là pour le coup, négative. D'ailleurs, là. Et là, du coup, j'ai des retours négatifs. On dit souvent que quand on fait... je sais que j'ai un ami qui c'est un Kabyle, c'est un monsieur qui a une 70 ans. Et une fois, j'ai partagé le fait qu'on m'avait fait un coup de vache au boulot. Enfin, j'étais en formation. Et en fait, il y a une fille qui allait dire du mal de moi au patron. Et ça a marché pour elle. Elle a pris ma place. Et je me rappelle très bien, j'étais dégoûté, je suis rentré le soir. Et il m'a dit, tu sais, Alex, la sauce tomate, elle revient toujours. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on voit à court terme. À long terme, on ne sait pas comment les choses se font. Ça revient au bon moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une loi, par exemple, qu'on voit dans les réseaux, qui est très importante, c'est que le retour n'est pas forcément... Quand vous donnez à quelqu'un, c'est pas forcément la personne qui va vous donner. Oui, voilà. Mais il va se donner. Mais moi, je peux vous assurer
que si vous faites des choses qui soient positives pour les autres, eh bien, le monde, l'univers va se charger de vous. Moi, parfois, il y a des gens qui me disent ah tiens, Paul, vraiment, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, etc. Et à chaque fois dans ma tête, je me dis je ne sais pas pourquoi je te le donne, mais il y a probablement une raison, quelque part. C'est que tu as dû faire quelque chose de chouette à un moment donné dans ta vie. Voilà, c'est pour ça que ça t'arrive. Je suis très content de ça. Je suis absolument convaincu que ça. C'est-à-dire que, pour moi, les choses sont parfaitement équilibrées. Les retours que j'ai sont au prorata. Donc, il y a des fois, je vais donner, soutenir, etc. Puis, il y a des fois, je vais être soutenu aussi. Et il est clair que plus je suis dans le don, plus je reçois. C'est évident, c'est une loi de la nature. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de commencer par se dire, tiens, qu'est-ce qui émane de moi? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je rayonne autour de moi? Est-ce que je rayonne de la bonté? Est-ce que je rayonne de la puissance? Est-ce que je rayonne de la valorisation pour les autres? Est-ce que je rayonne de l'écoute? Est-ce que je rayonne du bonheur? Et du coup, c'est normal que le bonheur me revienne. Mais si je fais la tête chaque matin quand je prends le métro, si je critique moi-même ou les autres, etc., c'est normal que j'ai des retours qui soient un petit peu plus difficiles. En tout cas, je vous invite à méditer là-dessus. De méditer sur qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui pour avoir le retour que j'ai. C'est pas l'ego, ça? Non, l'ego serait dans l'avoir. Qu'est-ce que j'ai donné pour avoir? Ah oui, d'accord. Parce que, on peut aussi ne pas se poser la question, et puis... oui. Simplement... L'ego, c'est qu'il est dans la mesure. L'ego, il se dit, bon, attends, j'ai donné 10, il faut que je récupère 10, tu vois. Ah oui, Ça, c'est l'ego. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur de déséquilibre. Ah tiens, j'ai payé 3 restaurants, il en est où, lui? Tu vois? Ça, c'est un peu l'ego. D'accord? Qui est une insécurité. Si tu es vraiment dans le don, le véritable don, c'est un don qui te porte. C'est-à-dire que si un retour, c'est chouette. S'il n'y a pas de retour, c'est chouette aussi. C'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est chouette aussi. Voilà. Et le top du don, c'est quand tu sens que tu as fait quelque chose qui a été vraiment utile à une personne. Tu ne la verras plus jamais. Tu sens mieux, ouais. Mais voilà, tu te sens vachement bien. Pourquoi? Parce que tu t'es senti utile. Oui, important. c'est ça. Voilà. Le don gratuit. On appelle le don gratuit. Et en fait, moi personnellement, j'ai réfléchi à ça. Et même en étant bienveillant, je me dis que finalement, c'est dur de faire sans... Enfin, pour moi, c'est dur De faire sortir sans complètement de l'intention. Ouais, dans l'intention. Et que même quand je pensais être dans le... quelque part, il y avait quand même une intention derrière. Ouais. Et c'est... Bon, après, fais attention de ne pas être aussi dans l'auto-jugement. Oui, voilà, tout à fait. Non, mais j'ai dit ça. Mais effectivement, c'est vrai. Alors, pure potentialité, don, ça va? Ça vous plaît jusque-là? Ouais. Alors, attendez voir la troisième, là, vous allez voir. La troisième loi, il appelle ça la loi du karma. Alors ça, le karma, c'est probablement un terme que vous avez entendu. On met beaucoup de choses là-dedans, on ne sait pas toujours trop quoi d'ailleurs. La loi du karma. Alors je vais reclarifier ça. Alors karma, c'est un mot indien, mais le karma, ça vous renvoie à quoi d'ailleurs? Si vous pensez à karma égal dans votre esprit? Vie. Quoi d'autre? Faute. La paix. La paix, d'accord. La faute, ouais. Programme. L'aura. Sinon le karma, ça vous pensez à quoi d'autre? Destin. Le destin. Le destin, c'est la roue qui tourne, etc. En fait, si vous voulez comprendre la loi du karma, on a un autre terme dans notre cité occidentale, c'est le lien de cause à effet. Je veux dire exactement la même chose. Toute cause produit son effet. D'accord? Par exemple, boire un café, ça a une conséquence. Dire bonjour, ça a une conséquence. La manière surtout dont vous dites bonjour a une conséquence. Le fait de faire du sport régulièrement, chaque jour, a une conséquence. Le fait prendre soin de votre alimentation a une conséquence. Le fait d'être attentif à la manière dont vous parlez à votre conjoint ou à vos enfants, ça a une conséquence. D'accord? Bien sûr, c'est une conséquence à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme, ce qu'on appelle les rituels. C'est vos comportements automatisés. La loi du karma, c'est quoi? C'est l'évolution de ces comportements. Et l'idée qui est cachée derrière, c'est que tant que vous n'avez pas réglé un problème, il va se représenter. Oui. Et au fond, le problème que vous avez découle pas. Donc le problème n'est pas dans le problème. Si j'ai un problème d'argent, c'est pas le problème, c'est pas le problème d'argent. Le problème, c'est le comportement qui entraîne cette cause. Si j'ai un problème de relation, le problème, c'est pas l'autre, c'est le comportement qui entraîne cette cause. Si j'ai un problème de santé ou d'énergie ou de fatigue, le problème n'est pas la fatigue, mais le comportement que j'ai mis en place. Donc tout est affaire de cause et d'effet. Ça va avec ça? Et donc dans la loi du karma, on est dans cette idée que si un problème se présente, c'est que probablement il y a un travail à modifier, il y a une chose à modifier, il y a une stratégie à modifier dans la forme.
Et qu'en améliorant la forme, j'améliorerai le résultat. Donc tout est conscience du résultat, et ensuite une réflexion sur qu'est-ce qui conditionne ce résultat. Au fond, c'est ce que fait la PNL quand elle propose en posture méta d'analyser à la fois ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Dans les organisations, les entreprises, on appelle ça le Kaizen. Kaizen. Kaizen, c'est l'amélioration constante. K-I-Z-E-N. Alors, en entreprise. Oui, alors ça a été en grande partie, pas seulement, mais initié par Toyota, qui a mis en place ce processus et qui est repris aujourd'hui dans toutes les industries. C'est-à-dire qu'on fait du Kaizen, c'est-à-dire qu'on fait de l'amélioration constante. La question n'est pas d'être excellent demain, mais d'être juste un peu mieux demain qu'on l'a été hier. Et plutôt que vivre et de tendre vers le succès maximum, on va tendre vers l'amélioration constante. Comment faire demain mieux qu'hier? Comment aimer demain plus qu'hier? Comment agir juste un peu mieux demain qu'on le faisait hier? Et donc ce qui va être mis en avant et en valeur, c'est les petits pas. Il vaut bien mieux avoir des petits pas constants que des grands pas inconstants. Et c'est ça la loi du karma, c'est d'améliorer constamment le process. Alors, on a vu le don. Le don, c'est bien, je peux donner. Par exemple, je peux donner beaucoup d'argent, je peux donner beaucoup de temps. Mais en fait, on va voir que c'est la forme avec laquelle je donne qui va faire toute la différence. Par exemple, je peux être porté par l'idée d'accompagner les gens, de faire du coaching, etc. Mais si je fais du coaching tout le temps gratuitement parce que ça me porte simplement intérieurement, bon, ben c'est sympa, je vais faire des heures de coaching, mais ça ne va pas me rapporter beaucoup. Si à un moment donné, je crée une entreprise, ben, comme on vous l'a dit hier, il vous faut bien sûr des clients, mais il vous faut aussi de l'innovation pour faire évoluer cette entreprise, améliorer vos produits sans cesse. Okay, et puis il vous faut de l'économie. Une économie qui soit performante, parce que sinon vous ne pourrez pas investir longtemps sur le développement. Et donc ça découle de loi. Et en fait, la loi du karma, c'est la loi de la loi, c'est-à-dire c'est la forme, c'est le travail sur la forme. Dit autrement, si j'ai un problème, c'est qu'il faut que je change la forme, donc je prends de la responsabilité de changer la forme. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bout non plus, on est en croissance permanente. Donc la loi du karma, c'est ça. Alors, après, quand on voit les personnes comme ça, qui parlent de karma, ben, on peut intégrer, c'est que les Indiens croient en partie à ça, c'est pas sur la culture, mais à la vie qui entraîne notre vie, oui, vous savez, la loi des castes. Et en fait, l'idée, c'est toujours de vivre au mieux la situation que je vis maintenant, en sachant que ben, après, ça sera mieux. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est d'après Deepak Chopra, vous quelle que soit votre vie, vous n'aurez pas la vie suivante dans un état plus difficile qu'avant. À la limite, vous reprendrez au même niveau, mais vous serez toujours en croissance. Voilà. Et pourquoi ? Parce que vous êtes exactement, la vie vous offre exactement ce pourquoi vous êtes là, c'est à vous faire grandir. Nous sommes là pour grandir. Après, est-ce qu'on profitera des événements pour tirer les apprentissages suffisants ou pas ? Si on ne tire pas d'apprentissage, et puis là, on va se retrouver inlassablement dans la même problématique. En d'autres termes, si je ne prends pas conscience dans ma séparation de couple, dans le fait que mon travail n'a pas marché, que mon entreprise n'a pas démarré, si je ne prends pas conscience de ma responsabilité dans mes actes, je ne peux pas évoluer. Mais c'est la prise de responsabilité de mes actes qui me permet, par du recul, de pouvoir réfléchir sur comment faire demain un peu mieux qu'hier. Et ce n'est que le résultat que j'obtiens qui peut, évidemment, me faire évoluer. C'est pour ça que je crois que, par exemple, dans la croissance d'une personne, quel que soit son plan, spirituel ou autre, eh bien, je crois à une croissance qui est générale. C'est-à-dire qui n'est pas seulement sur un plan matériel, ou émotionnel, ou intellectuel. Il faut vraiment une croissance sur l'ensemble des plans. Et c'est vraiment à l'écoute, et en étant à l'écoute des frustrations, qu'on va pouvoir grandir. Quand tu dis sur tous les plans, ça peut même prendre en compte l'alimentation, tout. Exactement. C'est-à-dire que j'évolue en permanence sur tous les plans. Et la manière la plus, pour moi, la voie royale, c'est l'écoute de mes frustrations. Puisque derrière chaque frustration, il y a une ambition. Si, par exemple, j'ai une attente forte dans ma relation de couple, parce que j'attends à être reconnu, aimé, etc., alors je peux me positionner sur qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas aimé, est-ce que ça appartient à l'autre ou à moi, quelle est la forme que je mobilise qui fait que je m'en suis. Tant que je n'ai pas changé ça, je peux toujours changer de personne, mais ça va recommencer. Soit, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je change ? Alors parfois, je me rends compte que moi j'ai changé des choses, mais que la personne qui est avec moi ne change pas. Donc à un moment donné, je dois me dire, si je n'ai pas le retour,
bah, il va falloir que... Voilà. Mais croire que l'herbe est plus verte ailleurs, en changeant systématiquement de personne, c'est pas forcément une bonne idée. Non, parce que c'est surtout que ça dénote, comme tu dis, une frustration qui n'a pas été corrigée. Quoi. Exactement. Pour moi, l'axe majeur, c'est de rentrer dans l'intimité. C'est-à-dire que si, quand je rentre dans l'intimité, c'est-à-dire que je parle de mes difficultés, mais pas dans un sens culpabilisant vis-à-vis de moi ou des autres, mais dans un sens, je prends du recul et je réfléchis avec toi sur comment les choses pourraient s'améliorer. Si à un moment donné, l'autre ne me suit pas dans cette intimité-là, alors là, ça va poser un problème. En ce qui concerne ma vie, ça va poser un problème parce que je crois que c'est grâce à l'intimité, donc la relation, la qualité de la relation que j'ai avec la personne, que je vais pouvoir grandir. Voilà. Mais après, il faut que je m'interroge de savoir si c'est de chez moi que vient le problème ou pas. Parce que si je suis toujours en train de me plaindre, c'est sûr que je peux toujours reprocher à l'autre de devoir changer. C'est l'identification, justement. C'est là que c'est compliqué, ça. C'est compliqué, ça. Qu'est-ce qui est compliqué? À identifier si le problème vient de moi vraiment, ou si de l'autre, dans une histoire de déjà, couple, savoir si... ou autre. Est-ce que suis-je orienté sur une solution ou orienté sur un problème? Déjà, ça va déclarer le truc. Est-ce que je suis en mode victime, quand je dis que l'autre ne fait pas ce que j'attends, ou est-ce que je suis en mode responsabilité? Voilà ce qui est important pour moi. Je t'en fais part, et j'aimerais vraiment qu'on trouve des solutions ensemble. D'accord. Ouais. Tu vois? Voilà, c'est constructif, là. Oui, mais c'est ça qui va faire la différence. Je me prends responsable de ça. Oui, c'est assumé, c'est Par exemple, tu es toujours en retard. Voilà. Tu me dis toujours que tu vas arriver à l'heure, tu es toujours en retard. Moi, je t'attends à 9h, tu arrives à 22h30. Donc à un moment donné, je dis stop. Être responsable, c'est dire, écoute, il y a une difficulté. C'est qu'il y a pour l'instant un écart énorme entre ce à quoi j'aspire et ce que je voudrais. Donc je te jette pas dehors en te disant il y a la marre, tout ça. Je te dis simplement qu'aujourd'hui, il y a un truc important qui pour moi n'est pas nourri. Donc, pour qu'on continue ensemble, moi, j'ai besoin de savoir voilà, qu'on ait une vie un peu à deux quand tu rentres. Alors, peut-être pas tous les jours de la semaine, parce que je sens que... Mais il y a un moment donné, il faut qu'on se retrouve, tu vois. Donc, Oui, là, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et sur quoi on peut se retrouver? Parce que si on ne se retrouve pas à un moment donné, moi je vais accepter que pendant un temps, etc., mais au bout d'un moment, je vais te dire, là, tu vois, moi je dis stop, parce que ce n'est plus dans le cadre de ce à quoi j'aspire. C'est-à-dire que mon exigence, moi, dans ma vie, c'est quand même d'avoir une vie de famille. Si ça c'est vraiment important et que toi, tu n'es jamais là, eh ben, tu vois, autant qu'on s'arrête tout de suite, parce que de toute façon, ça va manquer. Il y a un vide là que je ne vais pas pouvoir combler. Tu vois, ça c'est être responsable. Je suis pas en train de me dire, ah ben tiens, oui, je suis pas en train de te rejeter la faute, je suis en train de prendre la responsabilité d'une demande que j'ai, et je te l'exprime comme une demande, pas comme une frustration. Je te reproche pas de ne pas être là ou pas, je te dis simplement que ça c'est vraiment important pour moi, et il va falloir qu'ensemble on trouve une solution. Alors on l'a peut-être pas tout de suite, et j'accorde que pour l'instant, mais je voudrais juste déjà savoir si toi ça t'intéresse qu'on se retrouve un peu là-dessus. C'est l'expression des besoins. Ça passe par l'expression. C'est ça la responsabilité. Donc là, je suis en train de travailler ma communication pour faire en sorte d'obtenir au mieux ce à quoi j'aspire. Alors il est vrai que si je suis à l'écoute de ce que je ressens, si je suis dans un don à l'autre de mes demandes, et qu'en plus je travaille la forme, il y a plus de chances que j'arrive à la quatrième loi qui va vraiment vous plaire. Mais la loi de la forme, c'est ça. C'est travailler sur la forme. Pourquoi il y a autant de gens qui s'intéressent à la communication? Parce qu'ils viennent travailler sur la forme de la communication. Parce qu'à la mauvaise forme, ça vous perdez énormément. Vous perdez dans votre travail, vous perdez vos relations avec vos enfants, vous perdez du potentiel, vous perdez de l'estime de vous-même. C'est pour ça que la communication, la forme de la communication, pour moi, c'est un truc très très important. Toujours vous parliez du fond, qui est bien évidemment très important. Oui. Mais moi, il me semble que dans une première approche, si, à la limite, on s'en fout un petit peu du fond, si la forme n'y est pas, oui, alors la forme est au service du fond. Voilà, la forme est c'est ça. Mais sinon, la forme est au service du fond. Ça veut dire, si je reprends mon exemple là, de le couple, le fond, c'est quand même qu'on se retrouve sur des valeurs. Voilà. Mais la forme, c'est la manière dont je vais dire à mon partenaire que j'ai vraiment besoin qu'on s'y retrouve. Tu vois. Soit je lui dis, t'es nul, de toute façon, je ne pourrais jamais compter sur toi. C'est ça. Soit je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai vraiment un besoin là, et je te propose qu'on prenne vraiment un moment pour en parler, parce que sinon ça va avoir des conséquences. Oui. Et je te le dis, ça va avoir des conséquences. Soit on arrive à trouver une solution, c'est tellement important pour moi de grandir avec toi sur ce truc, soit, si c'est pas possible, comme moi j'aspire vraiment à ça, eh ben, c'est comme un associé dans une entreprise. Soit l'associé il va me permettre d'aller plus loin, soit il ne va pas me le permettre. Donc à un moment donné, je dis, écoute, on a une belle vie, mais on va avoir une belle séparation, tu vois, parce qu'à un moment donné, ça ne colle pas.
Donc la quatrième. Et je crois au divorce constructif. Oui, D'ailleurs, c'est j'ai vrai. l'étude, on m'a dit. Tout à fait. Il y a des divorces d'ailleurs beaucoup mieux réussis que certains mariages. Oui. Ben, simplement parce qu'il y a de l'écoute et de la considération. Il y a de l'écoute après. Et peut-être parce qu'il n'y a pas ce truc aussi, peut-être. Mais s'il y a de l'écoute, il va y avoir du rejet. Voilà. Et puis il n'y a plus le lien. Donc, sur un plan karmique, il ne se passe pas la même chose. Souvent, Je parle moi, je dis, sur un plan de la forme. hein, La encore. forme. Alors, quand la forme y est, Oui. elle va vous amener à la 5e loi. Et celle-là va vous plaire. Quatrième. La 4e, pardon. C'est la loi du moindre effort. Ah, c'est le 80-20. Oui, ça y rejoint. C'est Pareto. ça. Alors, le 80-20, c'est de la forme, en fait. Hein. C'est centré sur les 20% des plus importants C'est pas pareil. qui génèrent 80% des lois. Ça, c'est de la forme. La manière de gérer son temps, par exemple, c'est de s'occuper des 20% les plus importants. Vous comprenez? Ça, c'est de la forme. La conséquence, c'est la loi du moindre effort. Alors, qu'est-ce que c'est le moindre effort? Parfois, c'est confondu avec le côté facile. C'est pas complètement faux. La loi du moindre effort, c'est l'idée que plus vous allez ajuster la forme, plus vous allez obtenir un résultat avec moins de dépenses d'énergie, en termes de coût et de temps. Ah, c'est bien. oui, Il me plaît. Je vais donc obtenir plus avec moins d'énergie, moins d'efforts, moins de temps et souvent plus de plaisir. Je vais donc obtenir plus de résultats avec moins de temps, moins d'énergie, moins d'efforts et plus de plaisir. C'est ça la loi du moindre effort. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser tomber, que les choses vont être faciles. Par exemple, prenons quelqu'un qui jongle avec des balles. Au début, c'est pas facile. Mais plus il va jongler, plus il va travailler son geste, plus il va atteindre des niveaux qui défient les lois de la pesanteur. Et si le mec est très bon, vous avez l'impression de dire, putain, ça a l'air facile quand il fait les trucs là. Il jongle avec 5, 6, 7 balles, il fait tourner les assiettes, et machin. Je dis, comment il fait? En plus, il fait tout ça en marchant sur un fil. Là, ça devient vraiment incroyable. Mais en fait, ce que vous voyez d'incroyable, ce qui vous paraît simple, Oui. découle d'un travail qui a été énormément affiné. C'est fantastique. Parfois, les gens me disent, mais Polo, quand je te vois animer comme ça des journées, des journées, des journées, je dis, comment tu fais? Mais la réalité, c'est que j'ai énormément travaillé mon geste, donc je fais une économie d'énergie importante. J'ai eu des métiers beaucoup plus durs que ça. Donc la loi du moindre effort, c'est le fait que c'est la loi de la simplicité. En fait, il y a un bouquin, moi je vous invite à tomber dessus, si vous tombez dessus, à le lire. C'est l'art de la simplicité. C'est l'art de la simplicité. C'est écrit par une femme française, oui, Dominique Loriot, qui vit au Japon d'ailleurs. Oui. Et alors, c'est très intéressant ce qu'elle met dans ce livre, l'art de la simplicité. De qui? Loro. Dominique Loro. Dominique. C'est un petit bouquin que tu lis en 2 heures, 2 heures et demie, mais qui te fera gagner des années. Ah, L'avantage de ce livre, c'est que Très très bien. il t'apprend vraiment à Allez. faire de l'abondance avec moins de choses. En gros, il va t'apprendre à éliminer tout ce qui est inutile, pour te faire simple. la liberté, quoi. Ça va t'offrir de l'espace et de la liberté. Ça, c'est- Alors je sais qu'il y a une séquence, par exemple, elle te propose de faire le tour de ta cuisine et tout ce que tu n'as pas utilisé depuis 3 mois, de mettre dans un joli carton et de l'offrir à quelqu'un. Alors, évidemment que à chaque fois tu te dis, oui mais ça pourrait servir. Eh oui, c'est dur ça. Ouais. On a du mal. Hein. C'est détaché. Donc c'est la loi du détachement en fait. Et en fait, plus on va épurer, plus on va gagner de l'espace, du temps, de l'argent et de la santé. Et de l'énergie. Mais c'est marrant cette phrase qu'on a tous, hein. Mais ça pourrait servir. Oui. On a peur. Oui, j'ai on a entendu, peur, hein. j'ai entendu ça quand j'étais petit, je me suis rendu mes parents, je me suis rendu compte que je faisais la C'est même un chose. autre. Oui, mais parce qu'ils viennent d'une Soit ça sert, soit ça génération, dessert. De la guerre. Donc la moindre effort, la loi du moindre effort, c'est une loi de la nature, c'est-à-dire que on va vers toujours une économie. Votre cerveau fonctionne sur ce mode-là. Il économise. Vous savez que vous créez énormément de neurones hein, jusqu'à à peu près la puberté, mais à partir de la puberté, les neurones s'arrêtent, on démultiplie les dendrites, et en fait, le cerveau va faire l'économie de tout un ensemble de choses, il va garder que ce qui l'intéresse. D'accord ? Et bien toute la nature est faite comme ça, c'est-à-dire que la nature s'adapte aux situations pour pouvoir gagner en économie d'énergie. Et donc la loi du moindre effort, c'est que plus vous avez ajusté votre attitude, plus vous obtenez beaucoup avec moins. Si vous commencez dans le marketing, il faudra faire plein de newsletters, de choses comme ça, pour avoir un peu de retour. Mais quand vous avez quelques années,
d'expérience, parce que vous avez eu des bonnes stratégies, et bien après, en un coup de mail, vous avez touché un grand nombre de personnes, peut-être vendu un grand nombre de produits. Vous comprenez? Donc vous faites moins d'efforts. Et ça, c'est un facteur de croissance, c'est-à-dire que c'est un indicateur de croissance. Et c'est pour ça que la loi du karma se mesure par le fait que vous obtenez de plus en plus de résultats avec de moins en moins d'efforts dépensés. Ce qui veut dire qu'en gros, eh bien, vous faites plus avec moins. C'est-à-dire qu'avec moins d'argent, vous obtenez plus de résultats. Alors, ça peut être de l'argent en termes de résultats, ça peut toucher plus de monde. Voilà. Si vous vous retrouvez au même niveau d'une année à l'autre, c'est que vous avez stagné. Ça veut dire que c'est peut-être très bien ce que vous faites, mais vous n'êtes pas en voie de croissance. Vous comprenez? Pour être en voie de croissance, ça veut dire qu'il y a des choses que vous faites cette année que vous ne faisiez pas jusqu'alors. C'est-à-dire que vous obtenez plus facilement plus que les d'avant. À tous les niveaux, en fait. À tous les niveaux. À tous les niveaux sur lesquels tu évolues. Si tu obtiens toujours vis-à-vis du même effort le même résultat, tu n'as pas évolué. Si tu veux évoluer, ça veut dire que tu obtiens plus avec moins de dépenses. Si tu évolues dans une langue, tu vas obtenir davantage d'informations ou de trucs avec moins d'efforts. Parce que tu évolues dans ta langue. D'accord? Si tu évolues matériellement, ça veut dire que tu obtiens plus parce que tu as une technologie plus développée, peut-être un ordinateur plus performant, une voiture plus performante, un téléphone plus performant. Donc tu vas développer de la performance en vue des résultats. Alors, après, il faut que tu te demandes si les résultats, tu en as vraiment besoin. Une manière d'ailleurs d'évoluer, c'est par exemple de simplifier. Tu vois? De simplifier. Tu vois, par exemple, de repérer tout ce que tu peux, en fait, en gros, retirer. Tu vois? Tu sais, quand on revient sur les 20-80, puisqu'on a parlé tout à l'heure, c'est de temps en temps faire le point sur, moi je fais ça à peu près tous les 2-3 ans, je fonctionne de plus en plus sur un mode, tiens, quels sont où est-ce que je passe 20% du temps pour générer 80% de résultats? Quelles sont les stratégies qui permettent de faire ça? Tu vois? Il y a quelques années, je ne vivais que par mon métier, je veux dire économiquement. Puis après, j'ai réalisé que je voulais avoir des sources de revenus qui soient différentes. Je ne veux pas que ma vie professionnelle, ma vie émotionnelle, économique, soit dépendante de mon métier. Donc mon métier me rapporte de l'argent, certes, mais en fait, je gagne beaucoup plus d'argent par d'autres sources. Ce qui fait que je peux arrêter mon métier, je continue de fonctionner. Bon, aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, je me rends compte, tu vois, par rapport donc, j'ai évolué. Je sens que j'ai évolué. J'ai des sources de revenus que je n'avais pas avant, etc. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Par exemple, j'ai une plateforme de cours gratuits de PNL. Tu as peut-être vu, ça s'appelle PNL Audio Institute. Bon. C'est beaucoup de travail, c'est 2 ans et demi de travail de tournage, 6 mois de montage, c'est énormément de boulot. Mais le fait d'avoir ensuite distribué des cours gratuits, donc d'avoir donné pendant des années, du coup j'ai des bases de données extrêmement importantes de gens qui, chaque jour, enfin pas tous les jours, mais souvent, achètent des produits en ligne. Ça veut dire que ça tourne pendant que moi je suis là. Voilà. Tu comprends? Ça, c'est une forme de travail. Moi, je suis aujourd'hui très préoccupé par organiser dans ma vie des sources de revenus qui soient différentes de mon activité. Que tu te lèves le matin ou pas, ça Voilà. fonctionne. Si tu écris un livre, par exemple, et qu'il est fortement diffusé, tu vas donc recevoir des droits, des royalties, ce que tu veux, etc., pendant que tu fais autre chose. Voilà. Tu vois? Ouais. Si tu fais un disque, par exemple, qui est vendu, etc. Oui. Donc il y a plein de modalités aujourd'hui qui existent pour obtenir des sources de revenus différentes. D'accord? C'est passionnant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Oui, bien C'est sûr, aussi hein. passionnant que la PNL. Quoi donc? De trouver ces stratégies qui permettent en fait d'avoir plus en matière de temps, en matière de plaisir. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'on appelle créer du capital, en fait. Ouais. Créer du capital, c'est-à-dire Voilà. obtenir de plus en plus avec de moins en moins de temps, moins en moins de moyens, etc. Par exemple, pour prendre l'exemple de tes vidéos gratuites que tu offres, tu savais que ça allait générer tout ça Ce que j'ai toujours fait, de manière assez importante, c'est que j'ai toujours beaucoup donné de contenu.
en vidéo. Ouais. Par exemple, les gens qui sont dans le monde de la vidéo, qui regardent beaucoup, qui sont un peu au fait sur Internet, l'histoire c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont un peu des vidéos de vente, et toi tu t'envoies, quoi. Tu donnes du contenu, tu donnes du contenu, tu donnes du contenu. C'est du don. Ça, c'est du don. Oui, c'est bon. Il y en a beaucoup. Et il y en a qui me disent, mais pourquoi tu ne vends pas ça? Ouais. Par exemple, les cours gratuits, Ouais. Ouais, oui. pourquoi tu ne les vends pas? Les minutes En fait, je ne cherche pas à les vendre, Voilà. mais à chaque fois que quelqu'un s'abonne à un truc comme ça, Mhm. moi ça me rapporte. Ça ne me rapporte pas tout de suite. Oui, oui, contact. j'ai compris. Ça me rapporte de la notoriété, ça me Oui, rapporte c'est clair. du lien, ça me rapporte. Et j'existe. Ouais, ouais. Et les retours que j'ai, c'est que je suis à des organismes qui aujourd'hui fonctionnent plutôt pas mal. Tu vois. Tu vois, il y a- Par exemple, quand je fais les PNL Power, on a lancé un truc, on a dit, bah voilà, on va faire les PNL Power, les gens donnent ce qu'ils veulent. C'est quoi ça l'appelle? PNL Power, c'est des grands rassemblements qu'on a fait. On a commencé à 100, après on a fait 220, et le dernier, il y avait 320 personnes. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Donc les gens me disent, mais t'es fou toi, de louer un truc qui vaut, je t'assure, le dernier week-end, c'est 25 000 euros hein, Ah ouais. posés pour organiser le truc. Et quand les gens viennent en donnant ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils donnent soit rien du tout, soit 10 euros, soit 20 euros, soit 50 euros, enfin tu vois, tu sais pas. Voilà, donc c'est un gros pari. Voilà. Mais ça, c'est donc. Alors après, le retour, il est différent. Tu vois. On peut toujours évaluer en termes d'image, en termes de tout ça, mais c'est sûr que 320 personnes sous un chapiteau, en plus fantastique, etc. Bon, on a tout filmé, bientôt ça va exister sur DVD, tout ça. Donc c'est énormément de travail, mais ça va rapporter après pendant. Ouais. Ça rapporte pas Des forcément retombées, économiquement, mais ouais. ça fait des retombées. Ah, tu vois, juste là, je voudrais revenir là-dessus. Il y a un truc, c'est exactement ça. C'est que pendant longtemps, en fait, j'avais une vision qui était à très court terme. Je veux dire, par exemple, de venir voilà, en formation là, en voulant tout acquérir maintenant, et je me dis, ça va payer. Et c'est ça que je me répète depuis que je suis là, c'est ça va payer à long terme. Mais c'est pas évident pour moi de me mettre dans cette position-là. Oui. Et voilà, et quand Ouais, Polo, mais- là, quand j'ai découvert donc, la PNL, par les petites vidéos, par tout ça, enfin par les. Comment on t'a dit tout à l'heure, là, qui arrivait une fois par semaine. Enfin, bon, bref. Eh ben, en fait, j'étais pas dedans. Et même des fois, j'ai pas pu la regarder pendant un mois. Mais du coup, je me rappelais de ça. Et aujourd'hui, je suis là. Il était là. Et c'est vrai, mais Voilà. bon, après, il y a une structure économique qui fait que. Mais c'est en tout cas. Moi, c'est Ouais, comme ça, ça. c'est bien ça. Alors, loi suivante, le moindre effort. Une fois qu'on va, donc on va être en croissance avec le moindre effort, c'est-à-dire que vous avez plus de résultats avec moins d'efforts dépensés. Ça vous a amené à la 5e loi, qui est la loi du désir et de l'intention. Alors, c'est quoi? C'est le fait d'être toujours, de plus en plus, profondément en contact avec son véritable désir, sur au fond ses finalités. Qu'est-ce que je désire vraiment? C'est quoi mon désir profond? C'est quoi ma finalité? C'est quoi mon pourquoi? Vous savez, hier, François est venu, là, il vous a parlé beaucoup du pourquoi. Why? C'est quoi la finalité? Au fond, c'est quoi à quoi je sers dans ce monde? Enfin, quelle est la finalité? C'est quoi mon intention finale? Est-ce que je travaille pour travailler? Mais c'est quoi l'intention? Et d'être toujours focus sur ses désirs. Et lui, ce que propose Deepak Chopra, c'est d'être régulièrement, quitte à faire des listes, des choses comme ça, en contact avec ses véritables désirs, ses finalités. Quand vous êtes en couple, c'est quoi le désir au fond, derrière tout ça? C'est profiter du moment, c'est etc. Parce que à force de régler les problèmes des courses, les problèmes des enfants à l'école, les problèmes des trucs, on finit par être deux colocataires qui sont là pour gérer des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. Mais si je reste en contact avec le désir profond, c'est quoi le désir que je veux développer avec la personne, le projet, etc. Donc il nous faudra un peu d'intimité. Et plus on va grandir dans le moindre effort, plus on risque de s'installer dans le confort. C'est là, c'est important de rester focus, en quelque sorte, sur ses valeurs, ses aspirations profondes. Ok? C'est quoi le désir? Et d'accepter que les choses vont encore évoluer. Donc rester toujours focalisé sur les finalités. Le désir et l'intention. C'est quoi mon intention finale derrière ça? Que ce soit de soigner, que ce soit... C'est quoi qu'est-ce que je nourris comme intention vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de ce monde? Et c'est ce pourquoi qui reste important. Tu mets ça sur le même plan que la mission? Oui. Enfin, tu vas retrouver dans les désirs et l'intention ce à quoi contribue la mission, si tu veux.
La mission, c'est ce pourquoi j'existe. C'est ce pourquoi je suis là. Par exemple, soigner, enseigner, transmettre. Tu pars du principe qu'on a Là-dedans, tous j'ai un des valeurs. chemin de vie, alors. Pardon? On a tous une mission. Bah, tu vas voir, on va y arriver d'ailleurs. Oui, bien sûr, en tout cas, en temps vert. Il y a une raison d'être au monde, en tout cas. Donc, plus je suis au contact de mon désir et de mon intention, plus je vais me rapprocher de la conscience de ma mission. D'accord. Donc d'abord, l'intention. Voilà. Par exemple, professionnellement, enfin, on va dire en termes d'activité, mon intention, moi, c'est de transmettre. Hein, c'est toucher le plus grand nombre de personnes possible à travers des éléments de base qui peuvent changer leur vie. Mon intention depuis des années. Je poursuis ce projet. Ça, c'est ma mission. Bah, oui, ce que j'ai Ma dit. mission, c'est contribuer à ta croissance, sans laquelle il n'y a pas de croissance pour nous. Donc, je ne grandis qu'à travers toi. Et donc, dans mon système de valeurs, important, si je prends mes très grandes valeurs fortes, j'ai vivre, aimer, apprendre et transmettre. Transmettre. C'est vraiment mon socle profond, ça. Vivre, c'est profiter de la vie, tout l'instant. Aimer, c'est après aimer les choses que je vis, l'instant présent, les autres, le monde. Apprendre, parce que ça me, voilà, et transmettre, parce que ça m'a toujours animé. Voilà. Ça c'est des grandes valeurs. Après, mon intention, elle est toujours d'aller toucher le plus grand nombre de gens. Alors, je ne sais pas combien de gens je toucherai. Par exemple, actuellement, je travaille sur des nouvelles technologies pour pouvoir permettre, par le biais du téléphone, de rendre accessible à 10 millions de personnes, c'est mon but, des outils aussi simples que ceux qu'on voit dans un base PNL. Donc je l'ai fait gratuitement par les plateformes. Bon, j'ai dû toucher en 2 ans, là, je sais pas, on doit avoir à peu près, avec sur la plateforme, on doit avoir 11 000, 12 000 personnes qui sont inscrites au cours gratuit, ce qui est pas mal. Je parle juste de la plateforme PNL Audio. Hein. Je ne parle même pas de ce qu'il y a sur PPI. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû toucher, dans ces 2 dernières années, 20 ou 30 000 personnes. Pas forcément en séminaire, hein, mais voilà, si je prends les vidéos, je sais pas, on doit avoir à peu près 700 000, 800 000 vues, à peu près. Voilà, donc je touche un nombre important. Mais c'est encore très petit, on peut faire beaucoup plus grand que ça. Mais pour ça, il faut aller chercher des technologies plus poussées. Mon désir est toujours d'aller plus loin. Après, j'ai des désirs fous, comme je vous l'expliquais l'autre jour. C'est vrai que faire un séminaire dans l'espace avec dans le premier hôtel qu'aura construit Richard Branson, ça c'est vraiment un truc qui me botte. Voilà. Mais on s'en fout de savoir si un jour ça va arriver ou pas. Mais ça me fait vraiment triper, toi. C'est vrai que ça c'est un désir. Je ne quitte jamais. Et c'est vrai que si un jour j'ai la chance de croiser Richard Branson ou quelqu'un qui le connaît, je lui dis, tu sais, demande-lui qu'il me réserve la première salle, parce que je veux être je voudrais vraiment aller faire le séminaire, qui va transformer le monde, là-haut. Le fêter. Le fêter. Ouais. Bon, bref. Voilà. Après, on a les désirs, les désirs que j'ai dans ma relation affective, les désirs que j'ai avec mon équipe, les désirs que j'ai. Voilà. C'est quoi l'important? Moi, l'important, c'est prendre mon pied, c'est mon premier important. Mais ça veut dire que une question bête, tu procrastines pas. Tu remets jamais au lendemain ce que tu peux faire. Tu es dans le move et tu y vas, quoi. C'est ça. Je t'ai parlé déjà de la procrastination? Non. Il n'y a pas longtemps, je faisais une conférence sur la procrastination. Tu sais par quoi j'ai commencé? En disant que pour moi, la procrastination n'existait pas. Tu nous disais ça hier matin. Voilà. Et je pense même qu'elle n'existe pour personne. En fait, ce qui se passe, alors bien sûr qu'elle existe, c'est remettre au lendemain les choses. Mais pour moi, la procrastination, c'est le fait d'être absorbé par des choses importantes, qui sont plus importantes que des choses qui sont vraiment importantes. Donc ça veut dire que je n'ai pas clarifié mes importants. C'est une histoire de clarification. Ouais. En fait, je pense que nous allons toujours vers les choses importantes. Mais ce n'est pas forcément les choses vers lesquelles notre conscient nous emmène. C'est l'affaire du cheval. C'est-à-dire, le conscient, c'est le cavalier, l'inconscient, c'est le cheval. Et donc, mon inconscient, il est toujours plus fort que le conscient. Toujours. Donc, si effectivement, inconsciemment, j'ai besoin de satisfaire une avidité à quelque chose, me remplir... Comme manger le morceau de chocolat. Voilà, je ne peux pas résister là-dessus, alors que je n'ai pas besoin, mais je vais le prendre. Voilà. Pourquoi? Parce que... C'est le bénéfice immédiat, quoi. Oui. Mais si j'entre véritablement dans le plaisir des choses, et je me remplis intérieurement du plaisir des choses, du désir d'une bonne santé, de tout ça, et du coup, je vais rentrer plus, non pas dans la culpabilité de manquer, mais par
la gratitude du fait d'être nourri. Le sentiment de gratitude, puisqu'on en parle beaucoup, pour moi, très important parce que c'est le contraire de l'avidité. L'avidité, je suis en manque. La gratitude, je suis en abondance. Et vivre de l'abondance et apprendre de faire du banal de l'exceptionnel, ça c'est une voie pour moi importante d'abondance. Entrer dans le métro et avoir une émotion de gratitude, mais profonde, parce que les mecs qui sont là depuis 4 heures du matin, il y a 300 métros qui tournent dans Paris toutes les 3 minutes, etc. Simplement parce que je pourrais arriver, moi, ça me touche, tu vois. Je te jure, ça me touche. Quand j'arrive à Paris et que je vois tous ces gens qui sont là, etc., simplement parce que j'ai besoin de traverser Paris, je me dis, il y a quoi à pleurer, quoi. Quand je sais que tous les restaurants ouvrent chaque jour, simplement parce que je pourrais débarquer dedans, et que j'y aille ou pas, de toute façon, on ne me dira rien, que je peux aller acheter dans le magasin, le Super U, qui est là ouvert toute l'année, simplement parce qu'un jour, je peux passer ici, et je rentre, il y a tout ce qui est là, la caissière qui est là depuis le matin, etc., simplement parce que j'ai un immense sentiment de gratitude. Tu vas me dire, oui, mais là, tu n'es pas un peu en train de délirer? Peut-être. Non. Je peux aussi délirer en me demandant mais pourquoi ça ne m'arrive pas à moi, pourquoi il faut que je fasse la queue, pourquoi je ne trouve jamais le pain que je veux, pourquoi... comme ça. Voilà. Mais on ne vit pas de la même façon, c'est tout. Mais c'est vrai, parce que quand tu vas dans des pays étrangers, parce que moi je vois beaucoup, je trouve que les Français se plaignent beaucoup, moi, Oui. ils gueulent pour Là, on les se plaint d'un trains, confort qui nous met dans un Exactement. sentiment de l'histoire frustration. du don, Pardon? le don et l'échange. Oui. Alors, le désir. Donc le désir et l'intention, restez focus sur ce désir, ces intentions. Alors après, on a une autre loi qui pourrait d'ailleurs être un peu paradoxale, parce que on a du mal à dire à la fois d'un côté, on va rester dans le désir et l'intention, et l'autre, c'est la loi du détachement. Ah. La loi du détachement. Alors voilà ce que nous dit Deepak Chopra, et c'est là que c'est un peu paradoxal. D'un côté, il nous dit, restez focalisé sur le désir et l'intention, et puis enfin, apprenez à vous détacher. Détacher, c'est quoi? C'est entrer dans la conscience qu'il y a quelque chose de supérieur à la circonstance qui, au fond, m'aime. Je pense qu'une des qualités qu'il y a quelque chose de supérieur à la circonstance que je perçois, qui, au fond, m'aime. Qui au fond Même. Une des grandes composantes que j'ai vues chez les gens qui réussissent beaucoup dans la vie, c'est qu'ils se sentent aimés par la vie. C'est pas seulement qu'ils aiment la vie. Moi, j'ai longtemps aimé la vie, mais un jour, j'ai vraiment réalisé que la vie m'aimait bien plus que moi-même aimais la vie. Quand je vois la multitude de choses qu'elle a mis en place aujourd'hui pour vivre la vie que j'ai, je me dis là, il y a quelqu'un qui m'aime vraiment fort, quoi. Le jour où j'ai vraiment fait l'expérience intérieure, que quand je fais une conférence, les gens qui se sont déplacés, c'est un honneur qu'ils me font. Comprenez-vous, quand vous êtes en formation, c'est un honneur. Et qu'ils le font par amour, en fait. Ils m'ont aimé suffisamment pour... Voilà. Pour moi, c'est un honneur immense. Des gens se déplacent à Paris, etc. Des gens m'attendent, ils viennent me voir sur les lieux de formation. Voilà. Et donc, quand je me sens porté par cet amour-là, du coup, ça me donne envie de donner autrement. Vous comprenez? Dans le détachement, il y a cette notion que je peux lâcher prise à partir du moment où je suis dans mon désir, d'accord? Et en même temps, je vais lâcher prise sur ce retour. C'est-à-dire que, par exemple, je poursuis un objectif qui est très clair, qui est par exemple de vendre un produit ou un service. Et donc je suis là pour expliquer aux gens l'intérêt et le bénéfice qu'ils vont pouvoir tirer de ce service. Après, ils sont libres de prendre ou de ne pas prendre. Mais moi, je suis porté par le désir d'amener aux gens des choses auxquelles je crois vraiment pour eux. Après, ils prennent pas, c'est OK. Donc ça, je suis dans mon désir, attention, et en même temps, je suis détaché. Tu vois? Si tu me dis oui, c'est super, si tu me dis non, c'est super aussi. Et c'est complètement OK pour moi. Je n'ai pas besoin de te mettre de pression ou quoi que ce soit. Par exemple, Emmanuel, je vais vous faire une petite confidence, ça reste dans la confidentialité, mais Emmanuel, pendant des années, je lui ai répété, tu n'es pas là pour vendre un séminaire. Tu n'es absolument pas là pour vendre un séminaire. Tu es là pour écouter le désir des gens et de voir en quoi ce que nous pouvons leur proposer peut éventuellement les aider. Après, ils sont libres. Et je ne te jugerai jamais sur le retour du chiffre d'affaires. Jamais. Ça fait la différence. Par contre, ce que je te demande, voilà, c'est de faire ce que tu fais avec l'amour, quoi. C'est-à-dire que ça. Et
vraiment, quand je travaille avec des vendeurs, hein, je leur dis, la première chose que je vais vous faire travailler, moi, c'est de lâcher prise sur le chiffre d'affaires. Par contre, d'être excellent sur ce que vous avez envie de donner à votre client. Exactement. Exactement. Par contre, travaillez votre attitude. Ouais, travaillez votre geste, travaillez, etc. Et puis lâchez prise sur le retour. Si les gens prennent, de toute façon, si vous êtes bon, c'est les gens qui vont vous correspondre qui viendront. Quand je fais une conférence, je suis content que les gens qui soient prêts à venir parce que ça leur parle, viennent. Et ceux qui ne viennent pas, c'est pas le moment, et c'est pas la peine de les tirer plus que ça. Non, c'est peut-être pas le moment. Mais soyez excellents sur Ce que vous donnez, voilà, la forme. sur la façon de... Ouais. Soyez excellent sur votre attitude et lâchez complètement prise sur le feedback que vous allez obtenir. Donc le détachement, c'est accepter qu'il y a quelque chose de plus grand qui gère quelque chose qui, du coup, fait que ça ne marche pas. J'ai tenté quelque chose, ça ne marche pas. Je suis allé faire une demande, j'aurais bien aimé qu'il me dise oui, s'il me dit non, ben ok. Et le fait d'être détaché sur la réponse, ça m'aide aussi à être plus sécurisé par ma demande. Si j'ai peur que tu me dises non, bah parfois, je ne vais même pas te demander. C'est fou la peur du non. Parce que vous savez que vous, le seul risque que vous prenez en demandant, c'est quoi? C'est de réussir. Non. Le non, si vous ne demandez pas, vous l'avez déjà. Donc, Mais oui. le seul risque que vous prenez en demandant, C'est de réussir. c'est d'avoir un oui. Le seul risque que vous prenez en demandant, c'est d'avoir un oui. Puisque si vous ne demandez pas, le non, vous l'avez déjà. C'est la devise de l'auto qui est très bonne. 100% des gagnants On jouait. Ouais. Donc, si vous ne demandez pas, vous ne risquez pas d'avoir. Bon, une fois qu'on a dit ça c'est vrai pour le plan mental. Mais sur le plan neuronal, c'est tout à fait autre chose. Parce que faire une demande, ben, ça suppose de créer un lien avec une personne, sur un plan émotionnel, qu'on n'a pas encore forcément fait. Et donc là, il y a un dépassement à avoir sur un plan émotionnel. Donc le détachement, c'est apprendre à accepter que l'environnement ne réponde pas comme vous auriez souhaité qu'il réponde. Quand on a appris ça, c'est un grand pas. Ah, c'est un grand pas parce que du coup, ça libère énormément. Mais c'est jamais fini. Tu sais, on est tous en travaux là-dedans, et moi le premier, hein, ça fait des années que je suis là-dedans. Mais la loi du détachement, c'est quelque chose qu'on travaille en permanence. S'engager sur un truc avec le risque que ça ne réponde pas, ben voilà. Donc, bon, quand ça fait 3 ou 4 fois que ça ne répond pas, il faut se poser des questions quand même. Mais apprendre à être détaché sur les choses, ben voilà, on le fait. Nourrir sa sécurité intérieure. Voilà. C'est ça. Moi, je vous invite toujours à être juste avec vous-même, le plus juste possible avec vous-même. Et s'il y a un retour, c'est chouette. S'il n'y a pas de retour, c'est pas grave, ça va continuer. Quelqu'un me disait, ouais, oui, j'ai fait une conférence, j'ai dépensé de l'argent, je vais ça, et ça arrivait 3 personnes. Est-ce que tu es heureux d'aller donner à ces 3 personnes que tu as envie de donner? C'est ça que je lui ai répondu. Est-ce que ça te porte de faire ça? Parce que si ça ne te porte pas, arrête. Et là, tu as échoué. Si ça te porte, tu le fais. Et même s'il y a 3 personnes, même s'il y a une personne, tu le fais. C'est ce qui va se passer, c'est que les 3 personnes. Qui met là-dedans aussi. Mais il n'y a pas que l'amour propre, il y a le fait qu'il y ait une culpabilité. Il n'y a pas que ça, il y a le fait que tu as dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, etc., que tu n'as pas le retour. Donc du coup, tu vis une angoisse parce que tu dis, attends... Mais peut-être que ça angoisse aussi, au-delà, bien sûr, tu as investi de l'argent, bon, mais peut-être sur sa propre valeur aussi. Oui, bien sûr. C'est sa propre valeur qui remet en question dans ces cas-là. Donc se détacher. Alors, il y a aussi une chose qui est très intéressante dans le détachement. C'est la chose suivante. C'est l'idée que si je suis aux abois, dans le manque, les gens vont le sentir. Absolument. Si vous savez, c'est la personne qui va à tout prix trouver du boulot. Et bien du coup, elle est animée d'une peur. Donc, et évidemment, en face, c'est capté sur un plan psychologique. Et voilà. C'est comme la personne qui va à tout prix rencontrer quelqu'un. Évidemment, elle rencontre personne. Voilà. C'est pour ça que quand on travaille sur la notion d'abondance, la première chose, c'est de faire vivre, non pas faire vivre aux gens, l'abondance intérieurement. On en parlait d'ailleurs à midi avec je ne sais plus qui. Il disait qu'une fois qu'elle a connecté à l'abondance intérieure, les choses sont arrivées. C'est Camilla qui disait qu'elle avait beaucoup travaillé sur cette abondance de clients à un moment donné. Et quand elle a travaillé intérieurement là-dessus, elle s'est rendue compte que les choses arrivaient toutes seules. Les gens disent, mais comment tu fais pour avoir des contacts, des clients, des choses? Je fais rien. Simplement, je me sens porté par l'idée de... Voilà. Voilà. Donc ça, le détachement, c'est un peu ça. On dit que parfois, la pression du jeu, la pression de l'enjeu, tue le jeu. Je peut écrire J-E ou J-E-U. La pression de l'enjeu. Donc si j'ai une pression, eh ben, du coup, je réussis moins. Dans le monde du sport, par exemple,
il y a une chose que je fais beaucoup travailler sur les sportifs, surtout quand il y a des gros enjeux. Je parle pour des gars que j'ai accompagnés, notamment pour les Jeux Olympiques, des choses comme ça. Monsieur Sébastien Amier, par exemple, c'est un garçon que j'ai accompagné pour les Jeux Atlanta. Donc c'est un spécial que ça. La première chose que j'ai travaillé avec lui, je lui ai dit, si tu gagnes cette médaille, si tu reviens avec une médaille, qu'est-ce que ça va te nourrir chez toi? Puis après, il m'a expliqué, machin. Et après, j'ai dit, donne-moi 3 ou 4 façons, on va travailler sur 3, 4, 5, 6 façons de satisfaire cette dimension autrement qu'en gagnant. Puis il a fini par dire, mes enfants, ma famille, mes enjeux plus tard, etc. Ça va apporter la même chose. Et une fois qu'on avait fait ça, du coup, il y avait, vous voyez, cette ambition de Il n'y gagner. avait plus cette pression sur lui. Il sait que ce qu'il va gagner derrière, il peut l'avoir autrement. Du coup, ça lâche un peu de pression, ça n'empêche pas le... Et l'idée, c'est de retrouver le plaisir de jouer, plus que le plaisir de gagner. C'est-à-dire le plaisir d'être au top. Et d'ailleurs, après avoir travaillé des heures avec lui, je me souviens qu'une des dernières descentes, je lui ai dit, on va en faire une, mais celle-là, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien, il n'y a plus de machin. Tu l'as fait juste pour le plaisir. Et quand on est rentré là-dedans, j'étais à côté de lui, c'est un moment très très fort. Et là, j'ai touché qu'on se sentait encore à un autre niveau. Et le slalom spécial, ça se fait en 2 temps. Vous avez une première manche, puis après vous avez une deuxième manche. Et donc je lui avais envoyé un message, comme ça, par le biais de sa femme. Et l'ancrage, c'était une deuxième, juste pour le plaisir. Ah oui, ça fait tout. Et voilà, c'était pour le reconnecter un petit peu à cette deuxième. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Vous savez, c'est comme vous voyez une poubelle de loin, vous prenez un papier, vous le lancez, paf, ça va aller dedans. Puis après, vous êtes même étonné d'avoir réussi cette performance. Du coup, tout le monde vous regarde, vous essayez de le refaire. Et là, ça Tu as la chance du débutant. voilà. Qui est détaché. Il n'y a plus de pression. C'est se détacher du regard de Voilà. l'autre. Exactement. Je me souviens de Noah, comme ça, je lisais un de ses bouquins, et à un moment donné, il était à une grande compétition, je ne sais plus ce que c'était. Il était sur la balle de match, comme ça, et il regarde son capitaine de jeu, je ne sais plus qui c'était exactement. Là, il sent dans son regard un amour inconditionnel. Il dit, tu la mets, c'est super, tu la mets pas, c'est super non plus. Du coup, ça l'a relâché, et il nous a fait une dernière balle. Alors, on fait 2 foot. Ça, c'est la force du détachement. Oui. Quand vous faites une demande, et une époque où on faisait des séminaires comme ça qui s'appelaient, on les avait appelés oser. Et donc ça consistait à faire des demandes, à oser faire des demandes, donc sortir un peu de sa zone de confort. Et je me souviens, pour tester le séminaire, on était rue des Champs-Élysées, 4 ou 5. Il y avait une équipe qui était avec moi, je n'étais pas dans cette équipe. Et eux, ils étaient allés dans un restaurant, un gros restaurant, je pense, un truc de très très classe, hein, Phuket ou je ne sais plus quoi, enfin bref. Et alors ils rentrent et le jeu, le step-up qui s'était lancé, c'était, on va leur demander en fait s'ils ont des petits desserts, vous savez, qui pourraient nous mettre dans une boîte, comme ils ont toujours des restes dans ces restaurants. Donc les gars, ils arrivent. Enfin, c'était 3, je crois. Et puis, il y a 2 jeunes femmes, puis un jeune garçon. Et ils demandent, ben voilà, on est étudiants, et on voudrait savoir si vous accepteriez, on sait qu'il y a toujours à la fin des repas, des trucs comme ça que vous ne pouvez pas resservir, même si on va être douché. Est-ce que vous seriez d'accord, comme ça, de nous les remettre, parce qu'on est jeunes étudiants, on aimerait vraiment se faire plaisir, puis bon, voilà, c'est une occasion. Les gars, ils les regardent. Ils disent, écoutez, asseyez-vous là, je reviens. Et puis au bout d'un petit moment, il revient avec une belle boîte, comme ça, comme dans une pâtisserie, quoi, et il leur remet la boîte. Donc ils sortent, ils voient dedans des petits gâteaux, des trucs. Ils sont tellement surpris qu'au bout d'un moment, on retourne dans le truc, et ils demandent donc au gars, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté? Parce que franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Le gars, il dit, ça doit faire à peu près 18 ans que je bosse ici. Des demandes comme ça, j'en ai eu des tas. C'est la première fois que je dis oui. Il dit, mais pourquoi? Il dit, vous avez été tellement sympa, tellement détaché, tellement je sais pas quoi, que sur... Oui. Et en fait, tout le travail qu'on mettait au jour à travers ces séminaires, c'est d'apprendre à faire une demande de manière complètement détachée. Et on s'aperçoit que cette notion de détachement, elle ouvre en fait un champ important. C'est possible. C'est d'accepter que l'autre, je fais une demande, s'il me dit oui c'est chouette, s'il me dit non c'est chouette aussi. C'est une notion de détachement. Vis-à-vis de soi-même, dans la mesure où tu es détaché, tu n'es plus dans un état de stress. Oui. Qui ferme le robinet quelque part. Donc tu descends. De tes neurones. Voilà. Le stress nous descend évidemment dans un état un peu fermé. Donc sur le plan énergétique, on ne rayonne plus la même chose. Alors que dans l'autre cas, on est plutôt nourri. Et en fait dans la générosité finalement. Et du coup, les retours sont plus chouettes.
Ce qui nous conduit à la dernière loi, c'est la loi Dharma. Dharma. C'est Dharma. D-A-R-M-A-H. Dharma, non? Dharma. Dharma, c'est D-A-H-R-M-A-H. Oui, enfin, voilà. D-A-H-R-M. Non, il n'y a pas de H à la fin, mais c'est ça. C'est Dharma. Ah bon? Et là, le H. La loi du Dharma. Alors, la loi du Dharma, c'est un truc. Ce que dit Deepak Chopra, c'est qu'il dit, au fond, c'est la conscience du fait qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Vous n'êtes pas là sans raison. Il y a une raison pour laquelle vous avez été là. Et que notre première responsabilité devrait être de découvrir cette raison. À ce titre, il explique que, par exemple, pour ses enfants, dès l'âge de 4 ans, il leur a dit et répété que vous ayez des bonnes notes à l'école, ça c'est super, c'est très bien, que vous ayez, etc., des visions, ce que vous voulez devenir, etc. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous découvriez vraiment pour quelle raison vous êtes descendu dans ce monde. Pour quelle raison vous êtes sur cette planète. Ça, c'était fort. Et ça, c'est très fort parce que ça nous connecte directement à la mission. Oui. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui ils ont tous énormément réussi, quelles que soient les écoles, ils ont tous un niveau de vie bien élevé. Pourquoi? Parce que quand vous découvrez vraiment votre raison d'être, ou la raison pour laquelle vous êtes là, au fond, qui vous êtes d'original, qu'est-ce que vous voulez donner au monde, dans quelle forme vous allez donner ça, eh bien vous retrouvez dans toutes les lois, en fait. Du coup, vous apercevez que vous réussissez. Forcément. C'est la cohérence, À la finalité pour laquelle je suis là sur cette planète. Donc c'est à la fois la conscience de la raison pour laquelle je suis descendu, de ma mission et de ce pourquoi j'existe. Et donc c'est cette question permanente, centrée sur quel est mon talent et comment ce talent peut-il servir le monde. Alors quand je dis le monde, ça peut être un petit groupe de personnes ou un grand nombre de personnes. C'est ce que j'ai trouvé de fantastique avec les blogs. Vous savez, les blogs, il y a une année, on avait monté ça avec David Laroche. Un truc qui s'appelait 1001 blogueurs. Ça existe toujours sur Internet, vous pouvez le voir. Bon, après, on est passé à autre chose, mais notre grande quête à ce moment-là, c'était de créer un réseau de blogueurs. En fait, d'un côté, mon idée, lui, les accompagnait un peu sur la partie technologique, créer un blog, etc. Et la force d'un blog, c'est que ça vous permet, à partir d'une idée, d'exister autour de cette idée. Au fond, d'aller connecter en vous la passion et de construire, c'est-à-dire de servir des gens qui ont des attentes à l'égard de cette passion, donc qui se posent des questions, qui cherchent des réponses, et à partir desquelles vous-même allez évoluer autour de ça. C'est ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est cette notion d'exister à travers son talent. Et je bénis d'ailleurs des gens comme par exemple Olivier Roland qui fait un peu la même chose avec son programme. Et en ce moment, il est en train de lancer pour la 4e ou 5e année son programme Blogueur Pro. C'est un très très bon programme, c'est à mon avis le meilleur. Pour l'instant, j'ai pas vu. Je suis allé voir chez d'autres, mais j'ai pas tout l'équivalent de ce qu'il fait. Il apprend à Il gagner est sa vie. webmarketeur, mais il T'apprends en fait à créer un blog à partir d'une idée, une passion que tu as, et à gagner ta vie en un an à peu près. Je le suis depuis 2 ans, et c'est vrai que j'ai... Tu t'es aussi fait un Justement, blog. il est dans le don, il est... Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça m'est Je très ne l'ai pas chouette. rencontré encore, c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, mais je le suis depuis à peu près 2 ans, 3 ans. Ouais, très Et chouette. d'abord, je trouve qu'il est très pertinent dans ce qu'il raconte. Oui, puis il est très humble. Et il est humble aussi, ouais. Ah, il a vraiment Qualité, ce garçon. Enfin bref, et il a notamment un des talents, c'est qu'il a lu énormément de bouquins. Il a commencé comme ça. C'était rigolo d'ailleurs parce qu'il a Et fait il un est capable de blog les pour ça. synthétiser. Et moi, j'adore faire ça parce que j'adore l'écouter. D'ailleurs, j'inviterai à le faire encore davantage. C'est à faire des vidéos sur des bouquins passionnants. Et moi, j'ai Oui. acheté je ne sais pas combien de bouquins juste en écoutant ces vidéos. Ouais. Et il a créé un premier blog comme ça d'ailleurs. Ouais. Voilà. Les livres Des livres changer pour de vie. changer. Ah, Ouais. d'accord. Des livres pour changer de vie ou C'est pour super changer. l'idée. Voilà. En tout cas, Ouais. ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est ça. Le Dharma, c'est aller connecter à cette passion qui est en vous, à cette, on pourrait presque dire cette pure potentialité, d'apprendre à en faire don, de travailler sur la forme de ce don, d'apprendre à gagner de plus en plus de temps, d'argent et donc de liberté de temps, ce qu'il propose d'ailleurs, de rester toujours focalisé sur ce désir, cette attention pour pouvoir continuer à avancer, y compris pendant les traversées du désert notamment,
que tu connais aussi. Enfin, de se détacher et puis comme ça de sentir que ta vie prend un sens important parce que tu es justement là-dedans. Et où tu mettrais la gratitude, parce que ça... La gratitude, c'est un sentiment que tu peux ressentir à différents niveaux. Tu peux être en gratitude parce qu'en connecté dans un sentiment de connexion à toi-même, dans le don, parce que tu sens que tu travailles sur l'amélioration, tu progresses dans ton... la gratitude, tu peux la retrouver partout. C'est un sentiment que tu peux retrouver partout. Voilà, on aura vu la pure potentialité, on aura vu la loi du don, on aura vu la loi du karma, la loi du moindre effort, la loi du désir et de l'intention, du détachement et du dharma. Et vous voyez comment les choses s'emboîtent, c'est-à-dire que la pure potentialité se révèle par le don. Une fois qu'on donne, c'est bien de donner, mais il faut travailler sur l'expression de ce don. Donc c'est bien sûr la forme, la loi du karma. Plus cette forme est travaillée, plus je vais obtenir beaucoup avec le moindre effort, la loi du moindre effort. Enfin, je vais rester toujours focus sur mon désir et mon intention finale. Au final, qu'est-ce que je poursuis? Apprendre finalement à me détacher, parce que l'environnement n'est pas toujours ce à quoi j'attends, donc c'est en fait l'axe du roseau, c'est-à-dire je vais travailler de la souplesse à l'égard de mon environnement, et puis réaliser de plus en plus que à travers ce que je suis, mon identité, il y a une raison pour laquelle je suis là dans le monde, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une passion qui peut servir, et la question c'est comment servir ce monde à partir de ma passion, de ma différence, de ma richesse, la loi du dharma. Voilà, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bravo. Sur les 7 lois spirituelles du succès. Je suis pleine de gratitude envers toi. Voilà. À tout bientôt alors. Partager les enseignements.